Est-ce que vous connaissez l'arbitrage, cette technique de trading qui vous permet de profiter des inefficiences de marché et qui, dans certains cas, vous offre la possibilité de gagner de l'argent sans prendre de risques? Réussir à faire de l'arbitrage, c'est un peu le saint Graal et ce qui est sûr, c'est qu'un jeune Américain l'a très bien compris et en a profité sur plus d'un an pour faire des millions et des millions de dollars, ces mêmes millions qui lui ont permis de lancer un véritable empire qui, un peu plus tard, s'est effondré. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de Sam Beckman-Fried, le fondateur entre autres de FTX, et sa fameuse technique d'arbitrage, le Kimchi Premium. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet arbitrage légendaire, remettons un petit peu de contexte sur la vie de Sam. Sam Bankman-Fried est né aux États-Unis en 1992, fils de parents professeurs. Très vite, il est intéressé fortement par les mathématiques et la science en règle générale. Quand il est en âge d'aller étudier, il va au MIT, une des plus prestigieuses universités américaines, pour étudier la physique et les mathématiques. Durant ses études, il s'intéresse fortement d'un côté à l'analyse quantitative et de l'autre côté aux modèles mathématiques complexes, ces deux domaines qui vont totalement driver son futur dans les crypto-monnaies. Avec son diplôme en poche, Sam Beckman-Fried, autrement appelé SBF, ce sera plus simple pour la suite de la vidéo, rejoint un des plus grands fonds de trading quantitatif au monde, Jane Street Capital. Quand on dit quantitatif, il faut se référer au modèle mathématique, donc on est sur quelque chose de très technique. Chez Jane Street, il affine fortement ses compétences en trading algorithmique et en stratégie d'arbitrage. C'est là qu'il apprend à développer et à implémenter des modèles mathématiques pour identifier et exploiter les fameuses inefficiences du marché. À ce moment-là, SBF se rend compte que le marché equity est un peu trop mature et que de l'autre côté, il y a le marché des cryptos qui est encore jeune et qui possède énormément d'inefficiences, donc déjà sur le marché américain. Et il se rend compte aussi que quand on regarde sur les marchés émergents d'autres pays, il y a énormément d'opportunités à les saisir. C'est pour cela qu'en 2017, SBF décide de quitter Jane Street pour monter sa propre société de trading quantitatif, une société très connue qui a eu beaucoup de casseroles un peu après, Alameda Research. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Oui, oui. L'objectif d'Alameda est très clair, sur le marché des crypto-monnaies, de développer des algorithmes de trading haute fréquence, de l'arbitrage pour profiter des inefficiences du marché, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde entier, et faire un maximum d'argent. Dès ses débuts, Alameda Research met en place une infrastructure technologique avancée, intégrant des algorithmes de trading haute fréquence, de l'arbitrage, capable de repérer et d'exploiter, surtout ça qui est intéressant, les opportunités d'arbitrage en temps réel. Au moment où il lance Alameda, le marché crypto est jeune, immature, il connaît une très forte volatilité parce que le marché augmente très fortement, on a atteint des records en 2017, et donc il arrive sur ce marché-là, avec plusieurs géographies, beaucoup de volatilité, pas énormément de volume, donc vraiment le terreau parfait pour faire de l'arbitrage. On en vient donc à la fameuse technique d'arbitrage, le Kimchi Premium. Alors, le fonctionnement du Kimchi Premium, honnêtement, c'est extrêmement simple à comprendre. C'est acheter du BTC sur une plateforme A et le revendre sur une plateforme B au moment où on a une différence de prix, une inefficience du marché entre ces deux plateformes et le faire bien évidemment le plus rapidement possible pour pas que cet arbitrage disparaisse. Alors à comprendre, c'est extrêmement simple, à mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Pour entrer un petit peu plus en détail du Kimchi Premium, quelles sont les étapes à suivre que SBF a mis en place pour gagner des millions et des millions de dollars pendant un peu plus d'un an. Dans un premier temps, SBF va scanner en temps réel deux marchés différents, un marché où il va acheter, un marché où il va vendre. Le marché où il va acheter, très classiquement, c'est le marché américain sur les échangeurs qu'on peut connaître, par exemple Coinbase. Il va étudier en temps réel le prix d'un Bitcoin sur ces marchés-là. De l'autre côté, il va aussi étudier le prix d'un Bitcoin, toujours au même moment, mais sur le marché sud-coréen, donc sur les plateformes sud-coréennes. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi la Corée du Sud? Et c'est une très bonne question. C'est vrai qu'historiquement, en 2017, la Corée du Sud était l'endroit où on pouvait remarquer le plus de différences de prix entre les plateformes américaines et les plateformes sud-coréennes pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est déjà que le marché sud-coréen est un très gros marché pour les crypto-monnaies. Donc on a aussi pas mal de volatilité et on a des volumes qui sont respectables. Là où ça devient intéressant, c'est que on a des législations en cours en 2017 en Corée du Sud qui sont restrictives et qui empêchent d'un côté les investisseurs internationaux un peu lambda de venir sur le marché sud-coréen et aussi les Sud-Coréens d'aller dans d'autres marchés. Donc on a vraiment une certaine opacité ou du moins une séparation entre les deux marchés
ce qui n'aide pas à l'arbitrage. Et il faut savoir que, outre être une technique pour gagner de l'argent sans trop de risques, l'arbitrage, c'est quelque chose qui est nécessaire pour les marchés. À un moment donné, même encore aujourd'hui, si quelqu'un vient sur Binance et achète pour 1 milliard de dollars de BTC, vous pensez bien que le BTC va fortement augmenter. Mais le problème, c'est que sur les autres plateformes, Coinbase, BitGet, Kraken, il faut aussi que ce BTC-là augmente, parce que sinon, on va avoir l'arbitrage. Mais ce qui est fait, c'est que pour rattraper les volumes qu'il y a pu avoir sur Binance et ce qui a fait normalement monter le prix, il va y avoir de l'arbitrage automatique entre les différentes plateformes, parce que à un moment donné, le Coinbase va être moins cher, le Bitcoin Coinbase va être moins cher que le Bitcoin Binance, et donc il va y avoir un arbitrage automatique qui est fait soit directement par les plateformes ou par des vrais professionnels. Alors on ne se rend pas compte parce que c'est extrêmement rapide, mais de l'arbitrage, il y en a tout le temps pour égaliser les prix entre les différents marchés, mais pour pouvoir le faire, il faut énormément de liquidité et le faire le plus rapidement possible. Et le problème, c'est qu'à l'époque, cette liquidité-là entre les différents marchés, c'était pas forcément la fête, et on avait quand même relativement du temps pour profiter de cet arbitrage et le mettre en place si on avait les capacités de capitaux et de mise en place du projet assez importantes. On pourrait aussi rajouter le fait qu'il n'y avait pas, à l'époque du moins, de paire BTC stablecoin en Corée et que tout était focalisé sur la monnaie coréenne et donc on avait des volumes qui étaient élevés sur la paire BTC monnaie coréenne, ce qui, en plus du reste, faisait que ça pouvait augmenter l'arbitrage total. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. En temps réel, SBF va scanner les deux marchés, américains et sud-coréens, pour voir s'il y a une différence de prix à un moment donné. S'il y a une différence de prix de l'ordre de 5 à 15% sur le BTC, il va commencer à mettre en place son arbitrage. Alors l'arbitrage, comme j'ai pu le dire, c'est très simple. Il va acheter du Bitcoin aux États-Unis sur par exemple Coinbase. Il va transférer ses Bitcoins sur une plateforme sud-coréenne, par exemple Bithumb ou Upbit. Ce transfert, c'est là aussi ça devenait un petit peu compliqué, c'est que ça pouvait prendre du temps, entre 5, 10, 15 minutes. Et vous savez bien, actuellement, maintenant de l'arbitrage, il faut être le plus rapide possible. Alors en 2017, il y avait encore un peu de temps, mais c'est pour ça qu'il essayait de chercher des différences de prix relativement importantes, parce que si le transfert met 15 minutes à se faire, et que 15 minutes plus tard, l'arbitrage était trop faible et il se résorbe naturellement ou par quelqu'un qui a été plus rapide, il se fait avoir, il a une perte d'opportunité et aussi il est exposé directement aux fluctuations du Bitcoin. Donc le but c'était d'un côté bien évidemment optimiser les frais d'achat sur Coinbase, de limiter le plus possible le temps de transfert vers un échangeur coréen et de limiter aussi les frais sur la vente sur l'échangeur sud-coréen. Une fois en Corée, son Bitcoin, il n'en veut plus. Il va le vendre le plus rapidement possible, avec le moins de frais possible. Et comme je vous ai dit, il n'y avait pas de paire BTC stablecoin. Sinon, ça aurait été trop beau, ça aurait été trop simple. Il aurait son stablecoin, il le renvoie. Bref, ça aurait été très simple. Mais là, et c'est aussi pour ça que l'arbitrage existait, c'est que ça devenait compliqué. Il devait le vendre donc en monnaie coréenne. Cette monnaie coréenne, il devait, après ça, le transférer sur un compte bancaire classique sud-coréen. Et après, cet argent sur le compte bancaire classique sud-coréen, il devait le renvoyer vers les canaux classiques de la finance, vers le compte bancaire aux États-Unis pour refaire de l'arbitrage. Et donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes et que c'est pour ça que cet arbitrage était compliqué et que pour une personne lambda, c'était compliqué. C'était déjà pouvoir avoir la possibilité de faire des comptes bancaires en Corée du Sud, ce qui est déjà pas facile. Et en plus de ça, la Corée du Sud imposait des plafonds de retrait sur les comptes bancaires. Et donc, il ne devait pas créer un seul compte bancaire, il devait en créer plein pour pouvoir absorber le flux et les volumes de son arbitrage, et donc de ne pas dépasser les plafonds de retrait, parce que s'il y a des plafonds de retrait, ça retarde, il y a moins d'opportunités prises, moins de fonds aux États-Unis, bref, ça baisse fortement la rentabilité de la chose. Donc en résumé de la chose, c'est être capable, déjà c'est pas évident, de repérer en temps réel les différences de prix entre les différentes plateformes, premier point, donc avoir des comptes dans les plateformes sud-coréennes, ce qui n'était pas évident. Deuxième point, pouvoir acheter avec des sommes relativement conséquentes, parce qu'il y avait des frais, et donc il faut des sommes conséquentes pour pouvoir acheter les bitcoins, les transférer, les vendre, bref. Les vendre et les transférer le plus rapidement possible, les acheter, les vendre et les transférer le plus rapidement possible, les vendre avec le moins de frais possible en Corée, les transférer sur des comptes bancaires au préalablement créés, donc pouvoir être capable déjà de créer des comptes bancaires, et en plus de ça, de devoir en créer plusieurs à cause des fameux plafonds de retrait, et de retransférer l'argent aux États-Unis. Bref, on se rend bien compte que, étant donné que
le marché sud-coréen était bien spécifique et qui était un peu fermé et compliqué de l'atteindre par des investisseurs étrangers. Et en plus de ça, on avait les montants, les plafonds de retrait, plus la complexité d'ouvrir des comptes bancaires en Corée du Sud. On se rend bien compte que c'était vraiment le marché parfait pour faire un maximum d'arbitrage. Et étant donné que SBF avait déjà les capitaux pour mettre en place tout ça, et en plus de ça, il avait l'infrastructure avec Alameda, il a pu en profiter, et sur un peu plus d'un an, entre 2017 et mi-2018, il a fait énormément d'argent. On parle de plusieurs millions de dollars par mois, ce qui est énorme. Et donc, ça lui a permis, après coup, de lancer FTX. Je vous parle donc de mi-2018, tout simplement parce qu'après, l'arbitrage a commencé à baisser. Déjà, le marché n'allait pas forcément dans le très bon sens. L'explosion qu'on avait pu connaître en 2017 s'est fortement calmée en 2018, déjà premier point. Et deuxième point, au fur et à mesure, le marché crypto sud-coréen commençait à s'ouvrir, donc potentiellement d'autres acteurs qui viennent faire de l'arbitrage, donc les marges qui baissent, etc., etc. Ça devenait de moins en moins rentable de tenir tout ça, en sachant qu'il y avait quand même des frais qui étaient élevés à l'achat, à la vente, au transfert, bref, c'était élevé, les coûts d'infrastructure pour mettre en place tout ça. Donc il a commencé à arrêter vers mi-fin 2018. C'est un peu dommage que tout cet argent qui a été généré, je trouve, de manière intelligente, sur quand même un arbitrage pas facile à mettre en place, avec une véritable infrastructure à mettre derrière, des vrais modèles à développer, bref, quelque chose de bien fait, que cet argent a été utilisé pour mettre en place FTX. Et tous les déboires qu'on a pu connaître entre les liens de parenté d'Alameda, FTX, les prêts d'argent, bref, c'est un peu dommage qu'il ait fait tout ça pour au final se foirer et faire quelque chose qui n'était pas viable. Mais bref, si on reste juste sur l'arbitrage, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, d'intelligent. Très peu pouvaient le mettre en place. C'est aussi pour ça qu'il existait et qu'il était aussi rentable pendant un certain temps. Comme vous pouvez l'imaginer, ce type d'arbitrage n'est plus possible, du moins, n'était déjà pas possible pour les personnes lambda, mais il est clairement maintenant devenu totalement inaccessible. Alors il existe toujours, parce que à un moment donné, si on a beaucoup de volume sur une plateforme, les autres plateformes vont devoir s'égaliser, et donc il y a l'arbitrage. Mais c'est de l'arbitrage qui déjà, est fait directement par les plateformes, sans même vous donner l'info. Par exemple, Binance va faire de l'arbitrage entre les différentes plateformes, et ça, on se rend bien compte que sur les échangeurs centralisés, faire de l'arbitrage maintenant, c'est très compliqué, parce que déjà, il y a les plateformes qui le font, et en plus de ça, il y a des très gros acteurs qui se mettent pour pouvoir le faire. Là où je pense, où il y a encore potentiellement pour des personnes qui ont envie de coder et faire des choses, il y a encore des opportunités sur la blockchain directement. On a tellement de blockchains différentes, tellement d'applications différentes, tellement de cryptos différentes qu'il y a forcément des opportunités, des choses un peu intelligentes à aller chercher. Nous, on avait fait plusieurs types d'arbitrage. On a fait de l'arbitrage entre stablecoins directement sur la blockchain. Donc on prend différents stablecoins, l'USDC, l'USDT, le DAI. Et quand on a des différences de prix entre les deux, et des fois ça arrive, on a un peu plus de volatilité sur par exemple le DAI, et donc on va acheter du DAI, on va le revendre avec un autre. Donc on avait cet arbitrage-là qui fonctionnait plutôt bien, pas forcément très scalable, donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur des très grosses sommes, parce que l'idée et le principe derrière tout ça, c'est qu'au moment où ça devient intéressant, on achète un certain stablecoin et on le revend en optimisant le chemin de vente entre les différents échangeurs. Donc il y avait bien évidemment des frais. Et dès que les frais étaient inférieurs à ce qu'on pouvait gagner, l'arbitrage, on le faisait. Mais plus on a du montant, plus on doit chercher de chemins différents pour pouvoir vendre tous nos stablecoins, parce que l'arbitrage, c'est l'arbitrage sur une certaine somme. Dès qu'on commence à acheter, ça va refaire monter le prix du stablecoin et donc réégaliser tout ça. C'est pas forcément très scalable, mais ça fonctionnait bien sur les petites sommes, aux alentours de 1000, 2000 euros, ça fonctionnait bien. On peut aussi regarder de l'arbitrage directement sur des applications. Par exemple, nous, sur la blockchain Avax, sur Yak Finance, qui est un agrégateur de pools, il y avait un mécanisme où l'argent qui était déposé sur les pools, quelqu'un de la communauté venait sur Yak et devait valider la pool. Et en validant la pool, il gagnait une récompense, mais il devait payer les frais pour valider la pool. Et c'est là où on a mis en place un bot qui regardait en temps réel toutes les pools, et dès qu'il y avait une pool qui avait un gain fixe au-dessus des frais qu'on devait payer, et on le faisait automatiquement. Et le problème de tout ça, c'est un peu ce qui se passe avec tout l'arbitrage sur tout le marché crypto, c'est que dès que ça commence à bien fonctionner, quelqu'un d'autre a la même idée, il le met en place, c'est une guerre des prix, c'est exactement ce qui s'est passé, on s'est amusé à faire une guerre des prix avec lui, et donc les marges, on les baissait au fur et à mesure pour rentrer le plus tôt possible, et au bout d'un moment, étant donné que des fois ils nous passaient devant, des fois on passait devant, bref, on payait aussi des frais dans le vide, parce qu'on payait le frais, mais ça avait déjà été validé. Donc
Au bout d'un moment, ça devenait pas forcément très rentable, donc on a arrêté. Mais tout ça pour vous dire que entre les 2 que je vous ai montrés, potentiellement l'arbitrage triangulaire, il y a encore des opportunités et avec toutes les blockchains qui se créent, et bah, c'est quelque chose qui, si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller regarder. J'en ai terminé sur cette histoire du Kimchi Premium de SBF, cette très bonne idée qu'il a eue, ce qui lui a permis de développer un très beau portefeuille, un très beau capital pour après se lancer avec FTX et faire toutes les bêtises qu'on a pu connaître. C'est un format de vidéo un peu différent, un peu plus histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me dire, à me faire des remarques, hein, s'il y a des choses potentiellement à modifier pour la prochaine fois. J'ai d'autres idées d'histoire, de choses qui a pu se passer sur la blockchain, donc n'hésitez pas à me faire des remarques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.